Bonjour à tous, bienvenue dans Curieux de Nature. Nous sommes aujourd'hui sous terre pour explorer des paysages spectaculaires. Nous sommes dans les grottes de Othon et nous allons essayer de comprendre comment ces milieux souterrains ont été formés au fil des années. Vous êtes curieux de découvrir ça avec nous? C'est parti! Bonjour Charles Bernard. Bonjour Julie. Vous êtes spéléologue passionné et aussi président du Spéléoclub de Belgique. On se trouve ici dans les groupes de Othon. Comment est-ce qu'elles ont été découvertes, ces grottes? Ça remonte il y a déjà un petit temps, c'est en 1958. Une carrière là-bas au bord de l'Ourthe a mis à jour la grotte. Et le Spéléoclub de Belgique, à l'époque, a été prévenu de cette découverte et est venu sur place et l'a exploré. Donc les premiers explorateurs sont rentrés dans ces galeries vierges où personne d'autre, enfin aucun être humain avant n'avait pénétré, et les ont explorées sur des centaines de mètres de galeries en passant par ici où nous sommes. On y a découvert notamment un des plus longs canyons de Belgique. Effectivement, c'est une rareté, peut-être même européenne, avoir un véritable canyon avec ces parois bien verticales de 35 mètres de haut pour 10, 15, 20 mètres de large à certains endroits, sur 170 mètres de long. En Belgique, c'est unique et il n'y a pas beaucoup d'autres exemples ailleurs en Europe. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Comment est-ce que ça se forme une grotte de manière générale? Les grottes ne se forment que dans le calcaire. C'est l'eau qui s'insinue dans les fissures du calcaire. L'eau est acide, elle se charge en CO2 en surface en traversant la terre, les différentes couches de la terre, les différentes couches du sol. Et peu à peu, elle élargit ses fissures pour finalement s'écouler quasi comme un petit ruisseau et les élargit avec aussi à ce moment-là une érosion mécanique pour en arriver à des vides aussi grands que celui où nous sommes pour le moment. Un processus qui prend des milliers d'années alors pour en arriver justement à ce qu'on a autour de nous. Oui, et même au départ, le tout premier processus qui se passe quasi à l'échelle moléculaire, la molécule d'eau qui dissout quelques molécules de calcaire, ça prend même des millions d'années. Mais à partir du moment où l'eau peut circuler librement, à ce moment-là, le processus s'accélère et en quelques dizaines de milliers d'années, les galeries peuvent s'agrandir. Est-ce qu'on a beaucoup de grottes en province de Luxembourg et en Wallonie de manière plus générale? Oui, bien sûr. En Wallonie, on a des centaines, si pas milliers de grottes, d'importance évidemment très différente. Ça va du petit trou de quelques mètres aux grottes de Han qui, elles, totalisent un réseau de 10 km. Et la grotte de Othon, ici, n'est pas en reste, puisque dans un classement des plus longues, elle occupe la 5e place avec presque 5 km de galerie. L'exploration des grottes naturelles est l'apanage des spéléologues. Ils jouent un rôle essentiel dans la recherche et la préservation de l'environnement souterrain. Certains lieux sont d'ailleurs accessibles uniquement en compagnie d'un membre du Spéléolux. Allez, venez par ici. Je vais vous montrer le trou le plus impressionnant de Marchand-Famenne, mais pas seulement de Marchand-Famenne, c'est un trou unique en Belgique. Ça s'appelle le Trottiophosse et je vous y emmène. Alors, par ici les petits amis. Luis Alvarez, spéléologue depuis plus de 40 ans. C'est un sport, hein, c'est pas une profession. Voilà. Une passion. Peut-être bien. Enfin, ce qui est passionnant, c'est la découverte et le partage. J'ai mes petits-enfants avec moi, donc je vais leur montrer mon terrain de jeu.
Voilà, je vais descendre dans le gouffre qui fait une vingtaine de mètres de profondeur, ici à l'aplomb. C'est dans un esprit d'aventure avec des copains. C'est comme ça que j'ai commencé. Un esprit d'entraide. Il n'y a pas de compétition en spéléo. On va sous terre pour passer quelques heures ensemble, découvrir peut-être quelque chose, faire découvrir aux autres. À chaque tournant, on va découvrir quelque chose dont on ne se rappelait pas ou qu'on n'avait jamais vu. Ça m'impressionne, ça m'intéresse. Voilà. Toujours voir comment sont faites les galeries. Voilà, il y a une coulée. Il faut venir ici pour voir cette coulée de calcite. On ne peut pas la voir du bas. C'était un cadeau de la nature. Il a fallu des milliers d'années pour faire ça et on est parfois les seuls à voir quelque chose. Quand on est les premiers sur place, et peut-être que personne d'autre ne viendra après vous. Vous avez vu la chauve-souris qui est juste là au-dessus? Bien emballée dans ses ailes. Elle est magnifique. Vous voyez? Voilà. Avancez encore un peu. Donc il faut bien regarder au plafond. Regarde là. On voit que l'eau coule et est en train de former une stalactite. Et à côté, il y a une belle petite chauve-souris. On ne va pas l'éclairer trop longtemps. Il ne faut pas la déranger. Voilà. Il y a aussi donc des papillons qui viennent faire une pause, qui peuvent passer tout l'hiver sous terre. Il y a 2-3 espèces comme ça qui sont habituées. Et ces papillons ont un prédateur, un escargot. Un escargot, on va dire carnivore. Un escargot qui vient lui ronger les ailes. Ceci, c'est mignon comme tout. C'est comme des petites baignoires, avec des petites perles dedans, des petits cristaux dedans. Alors c'est l'eau qui a coulé et le calcaire qui s'est déposé. On ne touche pas, parce que si on touche, on va salir. Hein, on va salir les concrétions et ce ne sera plus jamais aussi joli. Ça va? Voilà. C'est trop beau. C'est trop beau, hein? Oui. Voilà, ça c'est une galerie qu'on a complètement dégagée de sa terre glaise. Mais voilà, on n'en voit pas le bout, malheureusement. C'est peut-être pour une autre génération des jeunes spéléologues, des petits rats qui iront creuser, qui vont peut-être trouver quelque chose d'extraordinaire derrière. Oui, donc ça c'est le point le plus haut là alors où, Oui, en fait, c'est juste un peu plus loin. Là, vous voyez, on voit que c'est parce que on est maintenant tout en haut. Hein. On est ici, oui, sur le dessus du Grand Canyon, sur le reliquat de l'ancienne galerie où coulait la rivière, avant qu'elle ne coule maintenant en bas, 35 mètres plus bas. Tout s'est effondré en fait un jour pour permettre... Comment ça se fait que cette rivière est plus basse maintenant? C'est effectivement l'explication la plus plausible, qui est un effondrement des strates qui sont ici à la verticale et qui ont été au fur et à mesure du temps érodées par la rivière là en bas. On est ici dans une magnifique galerie avec toutes sortes de concrétions, des stalactites, des stalagmites. Comment est-ce que ça se forme? Eh bien, l'eau qui est en surface, qui rentre dans le sous-sol calcaire à travers ces fissures, cette eau se charge en calcaire et au moment où elle aboutit dans un vide, dans une galerie comme celle-ci, elle précipite ce calcaire qui devient de la calcite et ainsi de suite. Il y a une accumulation de calcite qui crée ces formes
extraordinaires que nous voyons ici. Donc ça veut dire que juste avant de se détacher, la goutte d'eau laisse un petit peu de matière sur Oui, la roche. c'est ça, exactement. Et c'est à force de s'accumuler que cette matière va créer ces formes incroyables qu'on voit autour de nous. Même principe pour les stalagmites en fait. Oui, il reste toujours du calcaire dans l'eau. Et évidemment, une fois qu'elle est sur le sol, il y a exactement le même processus de dépôt de la calcite. Comment est-ce qu'on explique toutes ces formes, toutes ces teintes différentes qui sont assez magiques quand on les observe? Mais ça, c'est le hasard du ruissellement de l'eau qui rencontre un obstacle, un petit caillou. Alors il y a une accumulation qui devient de plus en plus importante, une déviation. Par exemple, il y a au plafond des draperies qui ondulent et ça suit simplement une fissure qu'il y a dans la roche à cet endroit-là. Et la couleur en général, la calcite à l'origine normalement est blanche, mais l'eau peut se charger dans des minéraux comme le fer, alors la calcite devient rouge par exemple, ou d'autres minéraux, ce qui donne plusieurs variétés de couleurs. Pour les stalactites et les stalagmites, il y a un petit moyen mnémotechnique pour les différencier? Oui, la stalagmite elle monte et la stalactite elle tombe, elle descend. Et là, on ne peut plus jamais se tromper. Voilà, on passerait des heures à regarder toutes ces formes. C'est un spectacle assez magique, en fait. Oui, c'est fascinant. Ici, la nature nous montre vraiment de quoi elle est capable. Les stalagmites fournissent des indices précieux sur les changements climatiques passés. Les anneaux de croissance, comme ceux des arbres, offrent des indications sur la variation de la température et des précipitations au moment de leur formation. Des données qui permettent de renforcer notre compréhension de l'évolution du climat. Sophie Verheyden travaille à l'Institut des sciences naturelles. Cette géologue s'intéresse aux stalagmites qui sont de véritables pièges à information. On étudie pour l'instant les stalagmites de la grotte d'Othon pour essayer de retrouver ou de reconstruire le climat d'avant. Pour mieux comprendre, Sophie nous emmène jusqu'au niveau de la rivière, à 65 mètres sous terre. On est vraiment à l'endroit où on voit le mieux, c'est-à-dire on a ici le niveau de la rivière et puis là-haut le niveau de la galerie où la rivière ne coule plus. Et donc quand il y a des inondations, cette rivière, le niveau de la rivière monte. Généralement, elle n'atteint pas la galerie ici au-dessus, mais lors de crues exceptionnelles comme en 2021, en fait, l'eau est montée nettement plus haut et a envahi la rivière, déposant une couche de glaise justement sur toutes ces stalagmites et planchers stalagmitiques. Et aujourd'hui, la boue est encore bien visible dans toute la galerie. Beaucoup de spéléologues vont vous dire, mais c'est fou parce que cette inondation a inondé des galeries qui étaient remplies de concrétions bien blanches. Et donc on sait à l'avance que cette inondation est assez unique. L'IRM a parlé d'inondation ou de pluie centenaire, mais on se demande finalement si ce n'est pas plusieurs centaines d'années, puisque certaines de ces galeries étaient remplies de concrétions et qu'il faut un certain temps pour former ces concrétions. Avec la méthode uranium-thorium, les scientifiques arrivent à dater de façon précise les stalagmites et remonter jusqu'à 600 000 ans dans le passé. La croissance des stalagmites, ça peut être très variable. On a des stalagmites grandes comme ça qui poussent sur environ 10-20 000 ans et puis on a des stalagmites hautes de 2 mètres qui poussent en 2000 ans. Donc ça va de moins d'1 millimètre par siècle à 10, parfois 15 cm par siècle. C'est l'intérieur de la stalagmite qui intéresse particulièrement Sophie. On voit très bien l'installation de la stalagmite, une période sans inondation et puis ici des couches de glaise incorporées dans cette stalagmite, puis à nouveau une période où il y a moins d'inondations et à nouveau ici une période où il y a des inondations. Et on va pouvoir ainsi dater, ce qui n'est pas encore fait, mais c'est l'idée ici de dater ces différentes couches d'inondations pour voir un peu la récurrence en fait de ces inondations. Seront également étudiés les différents éléments renfermés dans ces stalagmites, comme l'oxygène, le carbone et toute trace d'éléments chimiques. On va étudier ces éléments-là un petit peu comme d'autres chercheurs font dans les carottes de glace et on en retire des changements de température, de végétation, de type de végétation, d'intensité de végétation qui ont tous un lien avec évidemment les conditions climatiques qu'il y avait en surface.
ces informations sur notre passé vont permettre de mieux appréhender le futur. Oui, oui. Oui, voilà, hein, on l'entend déjà d'ici, donc ça fait du bruit. Julie, je vous propose de faire un peu de spéléo maintenant. Vous croyez que j'en suis capable? Oui, absolument. Ouais. Je vous Allez, suis? Oui, oui, suivez-moi et je vous dis comment procéder. Donc il faut toujours bien se tenir avec au moins une main, bien regarder où on met les pieds, se tenir là où on peut à chaque bloc et c'est relativement facile. La principale difficulté en spéléologie, c'est le puits, ce qu'on appelle le puits, donc où là on a besoin de matériel pour descendre. Ça va Julie? Vous Oui, avez merci. trouvé la technique? Tout va bien. Et en crapahutant comme ça sur les blocs au fond du canyon, j'imagine les découvreurs de la grotte, les premiers explorateurs en 1958, qui sont déjà passés dans des salles magnifiques et qui débouchent ici dans ce superbe canyon. Oui, avec qui cette découvre hauteur. cette hauteur. Je n'ose imaginer leur état d'esprit, les sensations qu'ils ont dû ressentir à ce moment-là. Ça devait Leur être cœur devait extraordinaire. battre très très vite. Hein. Voilà, absolument. On vient de descendre ici dans une partie qui n'est plus accessible à d'autres personnes que les spéléologues. Oui, oui, effectivement, la partie aménagée pour la visite touristique ne fait que quelques centaines de mètres, à côté des quasi 5 km de galeries qu'il y a dans la grotte et qui donc n'est accessible qu'en faisant de la spéléo. Et qu'est-ce qu'on découvre dans le reste de ces galeries, dans le reste de ce réseau? Plein de choses. La rivière souterraine qui se trouve au-delà des siphons en amont, ce grand canyon qu'on retrouve aussi en partie de l'autre côté des siphons, des galeries supérieures. Il y a tout un étagement de galeries où la rivière est descendue progressivement en les creusant et où là par après s'est aussi développé beaucoup de concrétionnement comme dans les galeries de la visite touristique. Que vous êtes une des seules personnes à pouvoir visiter avec vos camarades spéléologues. Oui, Mais nous n'avons pas je cette n'ai chance. pas de privilège, évidemment. Il y a beaucoup de spéléologues et de chercheurs aussi. Il y a de la recherche scientifique en karstologie, en géologie et en biospéléologie, l'étude des animaux, tout ça, oui. Justement, les animaux, est-ce qu'il y a de la vie sous terre? Oui, effectivement. Donc tout a l'air ici au premier abord uniquement minéral, mais il y a aussi de la vie. Il y a des animaux adaptés à la vie souterraine qui y vivent. Ils ne sont pas très grands. L'unité de mesure de ces animaux est plutôt le millimètre que le centimètre ou le Des mètre. petits insectes alors. Oui, il y a toutes sortes d'espèces qui vivent, des insectes, des crustacés, il y a un peu de tout. Et bien sûr, évidemment, les chauves-souris qui sont des hôtes saisonniers des grottes. Et donc qui apprécient cette humidité, le fait d'être tout le temps dans le noir aussi alors. Voilà, par exemple, le fait d'être dans le noir, la plupart de ces animaux sont dépigmentés, sont tout blancs, même transparents pour certains. Des animaux qui apprécient aussi cette température stable, Oui. plus ou moins autour de 12 degrés, c'est ça? C'est ça. Comment est-ce que Ici- ça s'explique? Ici en Belgique, la moyenne des grottes est de 12 degrés, qui est en fait la moyenne annuelle des températures à l'extérieur. La différence entre les gels d'hiver, les canicules d'été, la moyenne en Belgique est de 12 degrés et qu'on retrouve dans les grottes et qui est très stable, qui ne bouge pas. Là où nous sommes, nous on est en plein hiver, il gèle dehors, il y a 12 degrés. Si on revient cet été, s'il y a une canicule, il y aura toujours 12 degrés ici. Vous l'avez dit, on est en hiver, l'hiver, la nature est en pause, une période bien nécessaire, particulièrement pour les arbres. On retrouve Stéphane Delogne pour en parler.
Bonjour à tous les curieux de nature, vous êtes chez vous au chaud et en regardant par la fenêtre, eh bien c'est évident, l'hiver s'est installé. Si pour les humains c'est une saison qui est peu éprouvante, pour la nature c'est une période absolument critique. Je vais vous expliquer les stratégies mises en place par les arbres, les oiseaux, les mammifères pour traverser cette période de dureté inégalée. Il existe deux stratégies chez les arbres pour affronter l'hiver. Il y a d'abord les feuillus qui se déshabillent entièrement et perdent toutes leurs feuilles. La raison est très simple. Chez les arbres feuillus, la feuille agit comme un immense panneau solaire. Elle capte l'énergie du soleil pour le nourrir. Or, en hiver, l'ensoleillement est faible, réduit. Garder sa feuille demande beaucoup d'énergie, des minéraux dans le sol. Ceux-là ne sont pas disponibles puisque les insectes sont au repos, les champignons également. Et donc, en gardant ses feuilles, l'arbre prendrait le risque de voir l'eau contenue dans celle-ci geler à la moindre occasion et le détruire. Il est donc normal qu'il s'en sépare. Chez les résineux, l'évolution les a rendus complètement différents. Leurs aiguilles sont en réalité des feuilles minuscules qui sont recouvertes d'une fine pellicule cireuse. Et c'est cette cire qui va les rendre très performants face au gel et leur permet de résister à des gels de moins 30 degrés par exemple. De plus, à l'automne, le résineux va charger sa sève de sels minéraux et ces sels minéraux agissent comme un antigel et lui permettent de traverser l'hiver sans encombre. L'hiver, c'est malheureusement l'hécatombe pour quantité d'oiseaux. Ce n'est pas tant le froid qu'ils craignent parce que leur plumage emprisonne quantité d'air et les isole de manière performante, mais c'est avant tout la ressource alimentaire, la nourriture qui est rare. Ainsi, en première année, 80% des mésanges juvéniles mourront de faim. C'est donc une période pour eux difficile à traverser et c'est pourquoi ces espèces font quantité de nichés et d'oisillons pour au printemps avoir des effectifs suffisants pour se reproduire à nouveau. L'hiver, c'est une période absolument compliquée pour les mammifères qui n'hibernent pas, comme les biches ou les sangliers par exemple, qui vont se déplacer beaucoup plus pour chercher de quoi manger, tant la ressource est rare. Et dans cette ambiance morose, une exception notable, c'est le renard, qui lui profite de l'hiver pour avoir sa seule saison de reproduction. Il n'y a que pour le renard que c'est la fête en hiver. Vous l'aurez compris, l'homme a très peu la main sur la nature en hiver. La seule chose que vous puissiez faire, plus importante encore que nourrir les oiseaux, c'est de planter chez vous des espèces indigènes qui donnent des fruits, comme ces aubépines, ces églantiers, et qui permettront aux animaux sauvages de trouver des fruits dans les moments les plus critiques. Alors chez vous aussi, agissez pour la nature. Le milieu souterrain ne bénéficie pas d'un statut de protection officiel. Alors comment est-ce qu'on fait pour protéger toutes ces grottes ? Ici, la grotte de Hoton est bien protégée du fait de l'exploitation touristique, même par plusieurs portes qui évitent les intrusions. Mais évidemment, il existe beaucoup de grottes aussi bien concrétionnées que celles-ci, qui ne sont pas aménagées et donc qu'il y a lieu de préserver. Et là, ce sont les spéléologues en général qui s'en occupent et qui placent des portes à l'entrée de ces grottes pour éviter le vandalisme et qu'elles ne soient détruites, qu'on emporte des concrétions. Le vandalisme, mais aussi la pollution, du bruit, de l'atmosphère et puis du passage. Il y a aussi des grottes qui sont ouvertes pendant l'été, par exemple, mais qui en hiver sont fermées pour l'hibernation des chauves-souris et pour les préserver. Merci en tout cas Charles de nous avoir emmenés à la découverte de votre passion. Merci aussi plaisir. À Xavier Lenel et Jean-Yves Legendre qui m'ont accompagné dans cette exploration. Merci à vous pour votre fidélité. À très bientôt.